Nouvelle hors-série Aviation aujourd'hui, dans lequel on va parler du Messerschmitt 262, qui est un des premiers avions en réaction. On va étudier son histoire et voir comment a été développé cet appareil révolutionnaire pour l'époque, ses forces, ses faiblesses, ainsi que son héritage dans le monde aéronautique. La genèse de cet avion commence dès la fin de la Première Guerre mondiale, et plus précisément lors du traité de Versailles. Mais avant de véritablement commencer l'histoire du ME-262, on va rapidement regarder comment un moteur en réaction fonctionne afin de mieux comprendre ses avantages par rapport à un moteur à piston. Le nom, moteur à réaction, tire son nom de la troisième loi du mouvement de Newton, qui stipule que l'action est toujours égale à la réaction, c'est-à-dire que les actions de deux corps l'un sur l'autre sont toujours égales et de sens contraire. Ainsi, un turboréacteur va absorber de l'air via son entrée, puis le compresser et le pousser vers la chambre de combustion. L'air est alors mélangé à du carburant puis mis à feu. Les gaz formés par la combustion se dilatent et sont expulsés à l'arrière. Ce mouvement vers l'arrière de l'air dilaté et chauffé va alors exercer une force égale et opposée sur l'avion qui lui est propulsé vers l'avant. Cette explication étant faite, nous pouvons désormais retourner au traité de Versailles. Ce traité, signé le 28 juin 1919 par l'Allemagne et les Alliés, va contraindre l'Allemagne à drastiquement réduire sa production d'armes, notamment la fabrication d'avions d'attaque. Cependant, ce traité ne mentionne pas le développement de moteurs à réaction ou de moteurs fusées. En effet, à l'époque, ces nouveaux moyens de propulsion n'étaient pas considérés comme une technologie capable de remplacer le moteur à piston, mais comme une sorte de hobby dangereux ayant coûté la vie aux quelques personnes qui ont voulu utiliser ces inventions. La recherche et développement commence donc en Allemagne pour améliorer ces systèmes de propulsion. C'est lors de l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler que les ingénieurs allemands vont mettre les bouchées doubles pour développer des moteurs à réaction afin de satisfaire le souhait du Führer d'avoir l'aviation la plus importante et avancée du monde. Le secteur aéronautique allemand cherche alors à développer des avions capables de voler plus vite que les avions alliés. Mais pour pouvoir voler plus vite, il faut voler plus haut là où l'air est moins dense. Cependant, le plafond des avions classiques est limité, notamment à cause de leurs moteurs qui perdent en efficacité avec l'altitude. Une des personnes qui va aider à résoudre ce problème est l'ingénieur en aérodynamique Hans von Hohenheim. En 1936, il brevette sa version d'un moteur à réaction, puis va proposer ses services à l'entreprise Heinkel, qui est tout de suite intéressée par ce nouveau moyen de propulsion. Hans von Hohenheim va alors développer un prototype de moteur, le HES-3B, qui équipera le Henkel HE-178. En 1938, le ministère de l'Air du Reich donne un cahier des charges aux entreprises aéronautiques allemandes pour développer un nouvel avion monoplace qui utilise un moteur à réaction capable de voler à plus de 800 km/h. Henkel va proposer le HE-178 dont je viens de parler et qui effectuera son premier vol le 27 août 1939, soit une semaine avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Le début de la guerre et surtout l'efficacité de la Blitzkrieg, dont une des composantes est l'aviation, va ralentir le développement des avions à réaction. En effet, le Reich, voyant la domination écrasante de son aviation classique, ne va pas continuer à supporter le développement de nouveaux appareils. Cependant, du côté de Messerschmitt, la recherche continue et elle est menée par le fils du fondateur de l'entreprise, Wilhelm Messerschmitt, qui est convaincu de l'avenir des avions à réaction et commence le développement de ce que va devenir le Messerschmitt 262. Le premier prototype, le ME-262 V1, volera en 1941 mais ne sera pas propulsé par des moteurs à réaction mais par une hélice. En effet, les motoristes Junkers et BMW n'ont pas pu développer à temps les réacteurs pour le premier vol car ils ont rencontré des difficultés techniques, notamment des problèmes de fiabilité et de poids. Une des raisons expliquant la difficulté à fabriquer ces moteurs était la difficulté à obtenir des métaux et des alliages pouvant résister aux forces et aux températures générées par les moteurs. Bien que ne pouvant pas atteindre sa vitesse de pointe, le prototype V1 a permis de valider la structure de l'appareil et son aérodynamique. Jusqu'à la version V4, le ME-262 disposait d'un train d'atterrissage classique, ce qui posait certains problèmes. Premièrement, au sol, les tuyères étaient orientées vers le bas, causant des incendies sur les pistes en herbe. De plus, pour faire décoller l'avion, les pilotes devaient brièvement appuyer sur les freins pour faire remonter la queue de l'avion et décoller, ce qui était une manœuvre dangereuse car si on appuyait trop fort ou trop longtemps sur les freins, l'avion pouvait piquer et le nez s'enfoncer dans le sol. Les moteurs continuent à poser des problèmes au développement du ME-262 à cause du manque de fiabilité,
surtout des moteurs BMW qui seront abandonnés au profit des moteurs développés par Junkers. D'ailleurs, petite anecdote autour du développement des moteurs Junkers pour le Messerschmitt 262. Lors des essais des premiers moteurs, les jumeaux 004A, les résultats sont concluants et les moteurs s'avèrent assez fiables. Cependant, ils étaient extrêmement chers et difficiles à fabriquer à cause des matériaux utilisés. En effet, l'Allemagne ne pouvait pas importer certains types d'acier à cause de la guerre. Junkers va donc développer les moteurs jumeaux 004B avec des matériaux plus faciles à obtenir. Ces moteurs vont avoir une moins bonne fiabilité et les aubes des turbines vont avoir tendance à se fracturer. Les ingénieurs se penchent donc sur ce problème et découvrent qu'il y a un problème de résonance au sein du moteur, à cause des vibrations, ce qui n'était pas le cas sur les jumeaux 004A. Au lieu de faire plein d'essais pour trouver la cause de ce problème, Junkers va engager un musicien professionnel pour les aider à résoudre le problème de résonance. Ce musicien, avec son diapason, va alors taper sur les aubes du moteur et avec son oreille, conseiller les ingénieurs de Junkers à faire des modifications pour résoudre le problème de résonance en modifiant la forme des aubes et en limitant le nombre de révolutions du moteur. Ces changements seront efficaces et les moteurs jumeaux 004B deviennent bien plus fiables. Le 26 novembre 1943, le ME-262 est présenté à Adolf Hitler, qui apprécie le concept et l'envisage comme une nouvelle Wunderwaffe, ou arme miraculeuse destinée à renverser le cours de la guerre grâce à son avancée technologique. Cependant, le Führer n'est pas convaincu du ME-262 en tant qu'intercepteur et il va demander à Messerschmitt d'en faire un bombardier. Des versions bombardiers seront alors développées, mais ces appareils ne seront pas très efficaces car ils n'étaient pas conçus pour ces missions et ne disposaient ni de la visibilité nécessaire, ni de la charge utile suffisante pour être efficaces. Le ME-262 entra en service au sein de la Luftwaffe en avril 1944 et sera fabriqué à plus de 1400 exemplaires. Il sera également adopté en faible nombre par l'armée de l'air tchécoslovaque jusqu'en 1951. Le faible nombre d'avions produits s'explique par le bombardement des usines qui fabriquaient les pièces nécessaires à la fabrication de ces avions. À la fin de la guerre, les composants des avions étaient transportés uniquement la nuit et les appareils n'étaient pas montés dans des usines mais en extérieur, dans des bois. On estime qu'environ 800 avions ont été produits dans ces conditions. En tant qu'intercepteur, sa vitesse de plus de 800 km/h rendait le Messerschmitt 262 extrêmement efficace contre les bombardiers alliés et notamment les B-17. De plus, l'avion allemand disposait d'un important arsenal composé de 4 canons de 30 mm. Il pouvait également embarquer 24 roquettes R4M qui pouvaient facilement détruire les bombardiers. Au début de son entrée en service, le ME-262 dominait également les chasseurs alliés et abattait en général 4 avions alliés contre une perte de ME-262. Malgré tous ces avantages, le Messerschmitt 262 n'était pas dénué de défauts, bien au contraire. C'est un avion difficile à piloter, surtout par des pilotes peu expérimentés, ce qui était le cas à l'époque. En effet, au début, seuls des pilotes vétérans étaient autorisés à piloter cet avion. Cependant, beaucoup d'entre eux ont été tués au combat au cours de la guerre, et donc de nouvelles recrues avec seulement une dizaine d'heures de vol ont alors pris les commandes du ME-262. On estime que plus de 200 élèves pilotes ont été tués lors de leur formation. Les moteurs du ME-262 ont toujours été source de problèmes. Leur durée de vie était très courte, entre 25 et 30 heures avant de devoir être remplacés. Cela a eu un gros impact sur la disponibilité des Messerschmitt 262 pendant la guerre. Après une période de domination de l'espace aérien, l'aviation alliée a également commencé à développer des techniques pour contrer ces avions. La maniabilité du Messerschmitt 262 était inférieure aux avions américains. Ainsi, en combat tournoyant, les P-51 Mustang pouvaient prendre le dessus. Les Alliés ont profité également de la vulnérabilité des avions allemands au décollage et à l'atterrissage, car les ME-262 étaient très peu manœuvrables dans ces phases de vol et ne pouvaient prendre rapidement de la vitesse. Les avions allemands avaient besoin d'une longue phase de décélération avant de se poser car ils n'étaient pas équipés d'aérofreins. Un des premiers pilotes américains à avoir abattu un Messerschmitt 262 lors de la phase d'atterrissage n'était d'autre que Chuck Yeager, qui sera le premier homme à dépasser le mur du son en 1947.
Pour tenter de remédier à ce problème, des Focke-Wulf 190 et des Messerschmitt Bf 109 étaient souvent déployés pour couvrir les ME 262 lors de l'atterrissage. Différentes versions et sous-versions du Messerschmitt 262 ont été développées par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. En plus des chasseurs, Messerschmitt a développé une version bombardier chère à Adolf Hitler. Cette version, surnommée Schnellbomber ou bombardier rapide, était capable d'emporter 2 bombes de 250 kg. Cependant, l'avion n'était pas très efficace car il n'avait pas été conçu pour ce rôle et ne disposait pas de viseur de bombardement. De plus, la faible visibilité du ME 262 le rendait peu précis lors des bombardements. Pour tenter de résoudre les pertes liées au manque d'expérience des élèves pilotes, une version biplace d'entraînement a été développée. Cependant, peu seront fabriqués et la plupart seront convertis en chasseurs de nuit. Le siège arrière était destiné à l'opérateur radar, 2 canons étaient remplacés par le radar FUG 218 Neptune et des réservoirs externes étaient fixés sous l'aile. Enfin, une version de reconnaissance a également été conçue. La plupart de ces appareils étaient dénués d'armement et embarquaient à la place du matériel photographique. À la fin de la guerre, les Alliés ont capturé de nombreux Messerschmitt 262, ce qui a fortement accéléré le développement des avions en réaction en Europe et aux États-Unis. Des pilotes d'essai pilotaient ces avions depuis l'Allemagne jusqu'à Cherbourg, puis les avions étaient transportés en bateau jusqu'aux États-Unis pour des tests. À l'aube de la guerre froide, les États-Unis voulaient absolument être les premiers dans le développement des avions en réaction militaire. Le F-86 Sabre, produit par l'entreprise North American, est un descendant direct du Messerschmitt 262. Après la guerre, l'ingénieur allemand Hans von Hohenheim a également aidé au développement des avions en réaction américains en devenant responsable scientifique au sein de l'armée de l'air américaine. Du côté du bloc de l'Est, les soviétiques ont également capturé des ME 262 et des ingénieurs allemands afin de développer l'excellent MiG-15. Voilà ce qui conclut cette vidéo sur cet appareil qui a fait entrer l'aviation dans l'ère moderne. Si vous voulez creuser davantage le sujet du développement des avions en réaction pendant la Deuxième Guerre mondiale, je vous invite à vous renseigner sur l'ingénieur anglais Frank Whittle, qui a également été un pionnier de ces technologies dans les années 30 et dont le travail a pu inspirer l'ingénieur Hans von Hohenheim. Une des raisons pour lesquelles la Grande-Bretagne n'a pas été en mesure de proposer un avion en réaction avant les Allemands est sans doute à cause du manque de support de la part du gouvernement britannique. Sur ce, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo qui portera soit sur une nouvelle arme à feu, soit une nouvelle FAQ. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux, surtout Twitter, pour être au courant des évolutions de la chaîne. Enfin, merci beaucoup aux tipeurs qui me soutiennent.